Alors, on est prêt à y aller, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée d'information sur le dossier d'assainissement des eaux de l'Anse-Saint-Jean, un dossier qui préoccupe tout le monde à l'Anse-Saint-Jean depuis, on peut dire 20 ans, mais je pense que ça va être encore plus vieux que ça, plus ancien que ça comme dossier. Sans plus tarder, je vous présente votre maire, le maire de l'Anse-Saint-Jean, M. Lucien Martel. Allez, merci. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de voir que vous avez répondu en grand nombre à notre invitation. Je vais prendre le micro, peut-être vous m'entendez moins bien. Que vous avez répondu grand nombre à notre invitation. Ce soir, comme vient de mentionner M. Mious, c'est une rencontre d'information et évidemment aussi une rencontre pour recevoir vos questions, vos interrogations, peut-être vos préoccupations. Je vous dirais d'entrée de jeu que je ne prétends pas qu'on va avoir nécessairement toutes les réponses, mais on va essayer de vous donner les réponses. Puis quand on ne les aura pas, les réponses, on va vous dire comment on va vous les donner dans le futur. Alors, ce soir, c'est vraiment pour vous donner la parole, pour vous donner aussi l'information sur l'avancement du dossier. Juste pour débuter, je vous dirais que l'objectif, donc évidemment, je viens de le mentionner, c'est de vous donner de l'information sur le dossier traitement des eaux usées à l'Anse-Saint-Jean. C'est un dossier qui remonte quand même à plusieurs années. C'est un dossier qui chemine quand même, je dirais, actuellement à un rythme intéressant, mais il reste qu'il faut quand même aussi, on va vous donner tout à l'heure les étapes qui ont été franchies à venir jusqu'à date et les étapes qui sont à venir. On a M. Mious qui a accepté d'agir comme modérateur de la rencontre, de la soirée d'information. Je veux préciser d'entrée de jeu que M. Mious le fait gratuitement, c'est bénévolement. Il le fait aussi de façon neutre, il n'est pas du tout impliqué dans le dossier et il ne prend pas non plus position. C'est pas parce qu'il prend position pour la municipalité qu'il est là, on lui a demandé d'agir comme modérateur de cette soirée. Également, je voudrais d'entrée de jeu vous présenter les personnes qui sont avec moi ici à l'avant. Évidemment, c'est un dossier qui est très complexe, un dossier de traitement des eaux usées. C'est un dossier que je dirais qui est technique et qui est hautement spécialisé. Donc, on a eu recours à des personnes qui ont travaillé ou qui travaillent toujours dans le dossier. Je vais commencer à ma droite. Il y a maître Gaston Saucier, qui est l'avocat de la municipalité. À mon extrême droite, c'est M. Roger Fournier. M. Roger Fournier est ingénieur chez SNC-Lavalin. Actuellement, on vous dira tout à l'heure qu'est-ce que M. Fournier fait dans le dossier actuellement. À ma gauche, il y a M. Daniel Couture, qui est de WSP. M. Couture a travaillé dans le dossier aussi dans le passé. On va voir un peu qu'est-ce qu'il a fait. Et vous avez aussi M. Lionel Sanfasson, qui est évaluateur agréé, qui est un mandat de la municipalité. Alors, ces personnes-là sont ici présentes pour répondre à vos questions, parce qu'il y a des questions techniques, il y a de l'information technique à donner. Puis évidemment, je veux qu'on puisse vous donner la meilleure information. Le plan de la rencontre, pour votre information, aujourd'hui, on va parler pourquoi un programme d'assainissement des eaux. Je vais vous donner aussi les étapes de programme d'assainissement des eaux, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les étapes qui ont été réalisées à date, les étapes qui sont à venir. On va parler aussi de l'élaboration du concept. Alors, le concept, c'est M. Daniel Couture qui va vous parler, vous entretenir de ce sujet. M. Couture a travaillé dans l'élaboration du concept. Alors, on va parler aussi de la préparation des plans et devis préliminaires. Alors, ça, c'est M. Roger Fournier qui, actuellement, a le mandat de préparer ces plans-là. Alors, il va vous entretenir à ce sujet-là. Il va être question aussi d'acquisition de terrain. Donc, évidemment, on a fait appel aussi à Maître Saucier pour parler de ce sujet et également M. Lionel Sanfasson, qui est l'évaluateur agréé. On va parler de coûts et de financement d'un projet comme celui-là et évidemment une période de questions. Vous allez voir que les questions, là, ça a l'air de dire, vous nous écoutez, puis après ça, vous posez des questions.
mais après chaque intervenant, vous allez pouvoir poser des questions sur la présentation qu'il va vous faire. On veut que ce soit dynamique, puis on veut que vous ayez le plus de possibilités de poser des questions au fur et à mesure. Pourquoi un programme d'assainissement des eaux à Lanse-Saint-Jean? Bien, d'abord, il existe des lois et règlements, et il y a particulièrement un règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées. Ce règlement-là, c'est un règlement du ministère de l'Environnement. C'est un règlement qui a été, adopté en 2013 et qui est en vigueur depuis 2013. Évidemment, ce règlement-là oblige les municipalités de se doter d'un système d'assainissement des eaux qui est conforme aux exigences du ministère. La situation actuelle ici à Lanse-Saint-Jean, elle est, évidemment, je pense que vous la connaissez, on a 3 réseaux, nous autres, ici à Lanse-Saint-Jean. On a d'abord un réseau au coin des routes, qui couvre l'ensemble des résidences sur la route 170, et une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire du coin jusqu'à la maison 75, c'est en fait la maison à M. Serge Gagné. Donc, toutes les personnes de ce réseau-là, en fait, on sait que ce réseau-là, le déversement des égouts va directement à la rivière. C'est pas trop une belle cote qu'on a, là, mais il n'y a aucun traitement, aucun filtrage. Donc, c'est quand même important. Puis, je pense que vous connaissez, puis vous savez tous l'importance de la rivière ici à Lanse-Saint-Jean. Alors, c'est important qu'on puisse avoir un système de traitement des eaux qui élimine cette partie-là importante. Au réseau du village, disons que c'est un petit peu mieux parce qu'en 2005, il y a eu un dégrilleur qui a été installé. Il faut dire qu'en 2005, le dégrilleur, c'était comme la norme, c'était quelque chose qui était conforme aux exigences de l'époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'un dégrilleur, puis ça, nos spécialistes pourront vous en faire une démonstration plus éloquente que moi, là, mais ça fait juste récupérer ce qu'on appelle les matières solides qui sont non biodégradables. C'est-à-dire qu'il faut soit des plastiques ou toutes sortes de choses qui passent à un moment donné dans les égouts. Mais une fois passé dans le dégrilleur, ça s'en va directement au Saguenay. Donc là aussi, je pense que c'est pas non plus la meilleure chose à avoir à la municipalité. Au niveau du réseau, il y a un réseau également au Mont-Édouard. Le Mont-Édouard, je parle du réseau qui couvre les 67 terrains qui ont été développés par la municipalité. Je ne pourrais pas vous dire l'année, mais on sait que c'est des terrains qui ont été développés. Alors, il y a eu un réseau d'épuration des eaux, d'assainissement des eaux qui a été installé à cet endroit-là pour 67 résidences ou 67 terrains. Le reste, autant au Mont-Édouard, autant dans le reste du village, dans tous les autres endroits où il n'y a pas de réseau d'égout, ce sont des réseaux individuels ou ce sont des traitements individuels, ce qu'on appelle des fosses septiques individuelles ou encore de groupe. Ça ne changera pas. Parce qu'évidemment, actuellement, quand on parle d'assainissement des eaux, ça couvre les maisons ou les habitations pour lesquelles il y a un réseau d'égouts qui passe en avant de la maison. Et dans le pourquoi aussi, je pense qu'un élément important, c'est qu'il y a un programme depuis, je ne pourrais pas vous dire quelle année, peut-être que M. Corbeil peut m'aider, le programme Primo, ça fait 2013 environ. Le programme Primo prévoit que les municipalités de 5 000 habitants et moins peuvent recevoir un financement jusqu'à hauteur de 95% du coût d'installation d'un système d'assainissement des eaux. Mais il faut bien se dire une chose, les coûts sont quand même, disons, le programme qu'on va mettre en place, c'est le ministère qui nous donne les approbations. On ne peut pas dire, on va mettre un système, le meilleur système qui existe, ou le système chromé. C'est un système qui doit recevoir l'autorisation du ministère. Donc, quand on parle de Primo, c'est un programme d'infrastructure municipale d'eau. Évidemment, actuellement, on est dans le volet 1, c'est-à-dire qu'on peut avoir des subventions pour les plans et devis. À date, les étapes qui ont été réalisées, je vais passer quand même assez rapidement, mais il y a un plan d'intervention pour analyser l'état de la situation du réseau d'aqueduc et d'égouts.
Ça a été fait en 2010, où les résultats ont été divulgués en 2010. C'était pour évaluer l'état de santé des infrastructures, autant au niveau aqueduc qu'au niveau sanitaire ou d'égout. Alors ça, évidemment, ça nous permettait aussi d'aller plus loin, parce que si notre réseau d'égout avait été, disons, non conforme, ou encore il avait été trop usé, ou il était plus conforme, on aurait dû à ce moment-là faire d'autres interventions avant de procéder à l'élaboration d'un système d'assainissement des eaux. Il y a eu aussi l'élaboration du concept. Le concept, là, en fait, ça s'est échelonné sur 10 ans, de 2006 à 2016. Je peux vous dire que moi, quand je suis arrivé à la mairie, on avait des interventions de la part du ministère de l'Affaires municipales à l'effet que le concept là, devait être revu. Il y avait des questions, on nous demandait beaucoup d'informations, d'ajout d'informations. Il faut dire aussi que les normes évoluent aussi au fur et à mesure que le dossier avance. Alors, ça nous a nécessité quand même des visites à Québec, au ministère des Affaires municipales. On a rencontré les responsables. Et suite à ça, en 2016, on a obtenu l'approbation du concept par le MAMO. Le MAMO, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'organisation du territoire. Et évidemment, dans le concept, il était aussi mention qu'il y a certains travaux qui devaient être effectués pour diminuer le volume, particulièrement d'eau parasitaire qui se retrouvent dans le réseau sanitaire, dans le réseau d'égout. Alors ça, évidemment, on sait qu'actuellement, d'ailleurs, vous avez vu des travaux qui ont été effectués par le ministère des Transports. Ces travaux-là ont été faits suite à des représentations du conseil municipal pour justement se conformer aux demandes du ministère de l'Environnement, ou du ministère des Affaires municipales, pardon, pour réduire les eaux de pluie, les eaux pluviales qui circulent là, sur la route et qui se ramassaient dans notre réseau d'égout. Donc, les travaux ont duré 6 semaines, ils viennent de se terminer. On nous dit d'ailleurs que depuis ce soir, là, la route est ouverte, particulièrement auprès des routes entre la rue du Coin et la route 170. Alors, ces travaux-là ont été réalisés par le ministère des Transports. C'est une demande qu'on a faite auprès du ministère des Transports. Je peux vous dire que les coûts, là, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc ça, c'était absolument nécessaire pour faire en sorte d'éliminer les eaux qui pourraient se retrouver dans notre réseau d'égout. Bon, en 2017, cet été, on est allé en appel d'offres pour la préparation des plans et devis préliminaires. Alors, ça aussi, c'est des travaux qui sont en cours actuellement. On va avoir un professionnel tout à l'heure dans le dossier qui va vous en faire part, puis va vous dire en quoi ça consiste, puis c'est quoi les travaux qui sont actuellement en cours. Donc, le mandat a été donné pour ce dossier-là pour les plans et devis préliminaires à la firme SNC-Lavalin, et M. Fournier va nous en parler tout à l'heure. Il y a également en cours actuellement un processus d'acquisition de terrain, parce qu'évidemment, pour installer les étangs d'aération qui font partie du réseau d'assainissement des eaux, ben, il faut absolument avoir des étangs aérés. Alors, ces étangs aérés-là vont se situer sur des terrains sur lesquels on va vous mentionner tout à l'heure. Et évidemment, on est en processus actuellement pour l'acquisition de ces terrains-là. Au niveau des étapes à venir, il y a l'acceptation des plans et devis préliminaires par le MAMO. Donc, les plans et devis qui sont en préparation, lorsqu'on aura l'approbation du ministère, on va recevoir aussi à peu près dans la même période la confirmation du financement par le MAMO. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on peut aller sur... le financement peut être de 95% du ministère. Il peut être moindre. Je ne vous dis pas ce soir que ça va être nécessairement 95%, mais c'est une possibilité. Le programme Primo prévoit qu'une municipalité comme la nôtre, on peut aller chercher 95%. Je peux vous dire qu'on fait, d'ailleurs, on a déjà fait des interventions, mais on n'en est pas là. Et évidemment, notre objectif, c'est d'obtenir 95%. Une fois qu'on aura, évidemment,
la confirmation du financement, il va rester un pourcentage à combler. Si on obtient 95% de financement, il va rester un 5% qui va être sous la responsabilité de la municipalité. Ça se fait par règlement d'emprunt de la municipalité et évidemment, ça se fera au moment où on ira en préparation des travaux. Je vous mentionnais tout à l'heure que pour les plans et devis préliminaires, on va devoir obtenir l'approbation du ministère, mais ce n'est pas ces plans-là qui vont être utilisés pour aller en appel d'offres pour la construction. Donc, il y aura une autre étape qui va devoir nous permettre de préparer les plans et devis pour la construction. Il y aura un appel d'offres pour la réalisation des travaux et évidemment l'octroi du contrat. Là, il me dit, mais quand ça va se faire, tout ça? Il y a quand même encore beaucoup d'étapes. Je vous dirais comme ça d'entrée de jeu, puis là, évidemment, je ne prétends pas avoir une boule de cristal, mais avant 2019, je pense que c'est pas réaliste de penser qu'on va avoir des travaux qui vont se faire dans le cadre de ce projet-là, de ce programme. Bon, le plan de rencontre, là, je vais arriver plus à donner la parole à d'autres. Alors, on va voir le pourquoi un programme d'assainissement des eaux. Bien, ça, je viens de vous en parler. Les étapes d'un programme d'assainissement des eaux, je viens également de vous donner l'information. On va, à ce moment-ci, donner la parole pour la firme, en fait, particulièrement M. Couture, pour l'élaboration du concept, procéder à l'élaboration du concept. Oui. Permettez, M. le maire, oui, ça fonctionne, ça va. Simplement pour dire aux gens qu'au lieu d'attendre à la fin de la réunion pour poser vos questions, je vais me retirer s'il y a des retours de son, après l'intervention de chacun des spécialistes, vous pourrez poser des questions. Je vous demanderai de lever la main, je vais me diriger vers vous afin que les gens, tout le monde puisse vous entendre. Il y a des gens qui ont une bonne voix, la voix porte bien, il y en a peut-être d'autres, c'est moins le cas. Et on répondra à ce moment-là à vos questions. Et à la toute fin, si vous jugez bon qu'il y ait d'autres questions à poser, vous pourrez le faire. Et également, on est suivi sur Facebook ce soir. La technologie nous rattrape. Et les gens qui peuvent nous voir sur Facebook ne peuvent peut-être pas poser leurs questions de vive voix, mais pourront écrire leurs questions et notre technicien pourra à ce moment-là transmettre la question à qui de droit et aura en direct sa réponse. Il y aura également tout ce qui se passe ce soir est enregistré sur vidéo et sur le site Internet ou le Facebook de la municipalité, je ne sais trop quoi, comment il faut l'appeler, on pourra retrouver l'ensemble des délibérations de ce soir. Alors, on va passer immédiatement à M. Couture, c'est ça, de la firme WSP. M. Couture est ingénieur et il va vous expliquer sa partie de dossier. Bonsoir tout le monde. En fait, WSP, c'est la nouvelle appellation de la firme Génivard qui a préparé les plans que certains ont peut-être vus. Dans le cadre de notre mandat s'est réalisé en 2015-2016. Ça fait déjà 1 an et plus qu'on a terminé notre mandat pour notre part. Ce qu'on a fait dans notre mandat, on nous a demandé de compiler toutes les études antérieures. Depuis les années 90, il y a des études qui avaient été faites dans les années 90, des études d'emplacement pour le système de traitement, des études pour les stations de pompage, des choses comme ça. Notre mandat consistait à mettre à jour, les ramasser, en prendre connaissance, les analyser, compiler tout ça, mettre ça à jour en fonction des développements que la municipalité a connus et d'analyser divers scénarios de traitement. Parce que la municipalité, mis à part le Mont-Édouard, où on n'a pas eu à intervenir, parce que le système est quand même relativement récent, puis d'après ce qu'on nous a dit, il fonctionnait assez bien. On s'est occupé du secteur du coin des routes, ce que j'appelle le secteur d'en haut, puis le secteur du village en bas. Parce que le programme d'assainissement des eaux, comme M. le maire l'a dit, vise uniquement les habitations existantes qui sont actuellement desservies par le réseau d'égouts. Le ministère de Mamro, le ministère de l'Environnement aussi, ne nous permet pas d'analyser d'autres habitations qui seraient par exemple desservies par des fosses septiques, des systèmes individuels.
c'est des restrictions qui sont dans les normes du ministère puis dans les programmes de financement. Alors, on s'est donc limité au réseau existant, où il y a des tuyaux, des regards, des puisards. On a analysé les deux réseaux, comme je disais tout à l'heure, le secteur du coin des routes et du village. On a mesuré les quantités d'égouts d'eau usée qui transigent dans ces réseaux-là. Et on a proposé à ce moment-là, on nous a demandé de regarder différents scénarios pour essayer de trouver le scénario le plus économique pour la municipalité. On a regardé, entre autres, la possibilité de traiter les eaux du secteur d'en haut ou le coin des routes individuellement, avec un système de traitement individuel. Je dis système de traitement à ce stade-ci parce que au début de notre mandat, on n'était pas limité à un type de traitement. On a examiné, je dirais, une douzaine de types de traitements disponibles actuellement sur le marché, qui sont approuvés par le ministère de l'Environnement. Entre autres des petites usines d'épuration, des choses comme ça, des systèmes qu'on appelle les MBBR, pour des gens qui en ont peut-être entendu parler. En tout cas, on a regardé les dernières technologies, puis on était obligé aussi de regarder la technologie qui existe depuis le début du programme d'assainissement des eaux en 84 dans la région. Ici, ça a débuté en 84. J'y étais à ce moment-là, j'ai personnellement participé à plusieurs projets de construction d'étangs aérés et d'usines aussi d'épuration. Alors, on nous a demandé au ministère, c'est le ministère qui gérait un petit peu notre mandat. Dans le fond, au point de vue technique, c'est lui qui nous autorisait à chacune des étapes à aller plus loin ou à regarder ceci plutôt que cela. Et bon, on a eu une progression constante avec le ministère. On a eu plusieurs rencontres à Québec pour être certain de rentrer dans le cadre du programme de financement, mais aussi dans le cadre des exigences du ministère de l'Environnement, des exigences techniques. Alors, tout ça, ça nous a amené à partir du moment où on a bien identifié le réseau, qui avait déjà été identifié pas mal auparavant, on est allé confirmer certains points qui, entre autres, nous ont amené à recommander à la municipalité de contacter le ministère des Transports pour éliminer certains puisards du ministère des Transports qui se déversaient directement dans le réseau. Alors, on a éliminé le plus d'eau possible pour retenir uniquement le débit qui nécessitait un traitement. Donc, le traitement, on a regardé deux possibilités, soit de le séparer en deux, parce qu'il y a quand même une bonne distance entre les deux secteurs, puis il n'y a pas de réseau d'égout entre les deux secteurs. Il y a un réseau d'égout en haut, il y a un réseau d'égout en bas, mais entre les deux, il y a certainement plusieurs kilomètres là, où il n'y a pas de conduite, pas de regard, il n'y a rien. Ce secteur-là ne pouvait pas faire l'objet d'une expansion du réseau d'égout, entre autres, dans le cadre de notre mandat. C'était pas question de ça pour le ministère. Alors, en se limitant à ces prémices-là, on a regardé aussi la possibilité de faire un seul site de traitement. Parce qu'au point de vue de la municipalité, c'est certain, les coûts d'entretien, la main-d'œuvre, l'électricité, le transport, la gestion des boues, l'équipement, c'est toujours mieux pour la municipalité. Ce qui a été révélé, c'est que c'était mieux pour la municipalité d'avoir un seul site que d'en avoir deux usines à traiter, ou je dis des usines, mais en fait deux systèmes de traitement à traiter. Puis entre les possibilités de traitement, l'usine de traitement nécessitait beaucoup plus d'entretien que des étangs aérés. Parce que des étangs aérés, depuis 1984, il s'en est construit plusieurs centaines au Québec, avec la Société québécoise d'assainissement des eaux. Puis il a été démontré maintenant, depuis 1984, que ces systèmes-là sont efficaces, sont simples à opérer pour les municipalités. Ils nécessitent peu d'entretien. Parce qu'ils sont pratiquement autonomes. La seule chose qu'on a à ajouter, c'est de l'air pour augmenter le niveau d'oxygène dans l'égout, ce qui élimine automatiquement les odeurs puis qui favorise le développement de bactéries aérobiques. Contrairement à une fosse septique où les bactéries sont anaérobiques, c'est-à-dire sans présence d'oxygène. C'est des bactéries, dans le deuxième cas, les fosses septiques, qui développent beaucoup d'odeurs. Ce qui est complètement différent avec des bactéries aérobiques. Alors, la conclusion de notre mandat, c'était de recommander à la municipalité et au ministère de l'Environnement, ministère des Affaires municipales, d'aller vers un seul site.
qui pouvaient être localisés à ce moment-là dans le secteur d'en bas, où il y a un site qui avait déjà été identifié avant nous, entre les deux, là, près du pont du Milieu. Ce site-là, près du pont du Milieu, a été comme rejeté dans le fond par le ministère en partant parce qu'il aurait fallu prendre les égouts d'en bas du secteur du village, les repomper au milieu, puis faire le système de traitement dans ce coin-là, ce qui était globalement beaucoup plus onéreux pour l'ensemble des travaux imputables à la municipalité. Donc, puis il était impensable, dans le même sens, de prendre des égouts du secteur du village puis de les monter complètement en haut. Ça fait que la logique, c'était d'être dans le secteur du village, le plus près possible des stations de pompage existantes. Il y en a 2 stations de pompage existantes actuellement près au village. La dernière étant celle qui est à côté du camping municipal, laquelle ramasse les égouts à partir de la marina. Sur Saint-Jean-Baptiste, à partir de la marina, il y a une conduite d'égout qui amène les égouts à la station de pompage. Et toutes les autres rues et habitations du village se déversent aussi à la station de pompage près du camping. À partir de cette station de pompage-là, elle sert uniquement actuellement à dégriller les égouts bruts. Comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, il y a un dégrilleur qui est vidangé à peu près 2 fois par semaine l'été, puis 1 fois par semaine l'hiver. Puis les résidus solides sont envoyés au site d'enfouissement, si je me souviens bien, pour l'instant. Parce que c'est pas des grosses quantités, là, ils ne peuvent pas être valorisés, c'est pas intéressant de les valoriser pour l'instant, mais ultérieurement, ils pourraient être valorisés s'il y a un traitement pour tout l'ensemble du village. Donc, la dernière station de pompage près du camping, sa fonction, c'est dégriller, bien sûr, mais aussi de prendre ce qui a été filtré par le dégrilleur et de l'amener par une conduite qu'on a installée il y a plusieurs années en bordure de la rue Saint-Jean-Baptiste jusqu'un petit peu avant la marina. Et cette conduite-là s'en va dans la berge du Saguenay à une profondeur de 60 pieds. Il y a une conduite qui est à 60 pieds de profond en dessous du niveau de l'eau. C'est toute la partie du village qui est rejetée par cette conduite-là. Cette conduite-là, dans le cadre du traitement, on prévoit de la récupérer pour éviter d'aller retravailler dans les rives du Saguenay. Je ne sais pas, en fait, dans notre cadre de notre mandat, nous on pensait que c'était possible. On verra à la suite des dossiers plus détaillés si il y a des problèmes, mais apparemment, nous autres, on n'en voyait pas pour l'instant. Dans le secteur d'en bas, donc, du village, il y a 2 sites, à ma connaissance, qui avaient été étudiés pour mettre en place un système de traitement. Le système de traitement, lui, ce qu'il nécessite, c'est un site qui est relativement plat, un site qui n'a pas de roc affleurant pour limiter les coûts. Qui est assez proche de la dernière station de pompage que je viens de parler, près du camping. Parce que, au point de vue des coûts d'énergie, pour aller porter plus loin ces égouts-là, c'est des coûts récurrents pour la municipalité tous les ans. C'est des acquisitions de terrain sur de nombreuses propriétés. Donc, on cherche toujours à mettre ça le plus près possible. Par contre, le ministère de l'Environnement nous impose depuis de nombreuses années des exigences de localisation. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aménager ces sites-là à moins de 150 mètres de la plus proche habitation existante. On ne parle pas d'un commerce ou d'une industrie ou un parc industriel, on parle d'habitation, où les gens demeurent à l'année existante. C'est les sites qui ont été identifiés, les 2 dans le secteur d'en bas. Il y en a un qui était complètement de l'autre côté de la rivière, en milieu agricole, des champs de cultivateurs qui sont actuellement exploités. Ce site-là, il était quand même loin du poste de pompage. Il y aurait nécessité de traverser la rivière à quelque part avec un réseau d'égouts, ce qui n'est pas souhaitable, ce qui augmente les coûts. Alors que l'autre site, lui, était situé derrière le champ de balle, dans la butte en arrière du champ de balle. Je ne sais pas si tout le monde se situe au niveau du champ de balle, j'imagine. Sur un terrain qui a déjà été cultivé, mais qui ne l'est plus actuellement. C'est un terrain qui est en pente légère vers l'ouest. Et c'est un terrain qui est enclavé par 2 ruisseaux.
qui coule au fond de 2 ravins assez profonds. Il y en a un de 3-4 mètres de profond, puis l'autre 8 mètres, d'après l'étude géotechnique. C'est un terrain qui est assez limité au niveau des développements possibles. Là, par exemple, un développement résidentiel avec une rue puis des maisons en bordure, il n'y a pas assez d'espace pour ça, pour respecter les normes d'aménagement actuellement. Puis, c'est un terrain qui est situé à l'élévation 50 mètres au-dessus de la mer. C'est quand même 50 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est faisable là, de pomper des réseaux d'égouts à partir du poste de pompage existant, en remplaçant les pompes, évidemment, qui ne sont pas conçues pour bâtir cette pression-là, mais en les rajeunissant en même temps, puis ça rentrerait dans le cadre du programme d'assainissement des eaux. Le terrain lui-même est situé, en fait, à 300 mètres de la rue de l'Hermine. Tout le monde, j'imagine, connaît un petit peu la configuration de la rue de l'Hermine. Les habitations les plus proches de la rue de l'Hermine sont à plus de 300 mètres, ce qui est le double de l'exigence du ministère de l'Environnement pour ce genre d'aménagement-là. Les autres bâtiments, je dirais, qui sont probablement des chalets ou des résidences secondaires, sont encore plus loin, là, du côté des lacs, là, vers la montagne, comme tel. Sur ce terrain-là, il y a eu une étude géotechnique qui a été réalisée en 2012, avant notre mandat à nous, parce que ce terrain-là avait déjà été identifié en 2012. Il y a un laboratoire de géotechnique qui est allé faire 6 forages à l'emplacement même des bassins qui étaient projetés et 12 puits d'exploration. Les puits, en fait, c'est des puits qui sont creusés avec une rétrocaveuse jusqu'à l'atteinte du roc pour voir la configuration des sols, prendre des échantillons pour faire des analyses en laboratoire sur ces matériaux-là. L'étude a conclu que le site était favorable pour la construction des étangs, qu'il n'y avait pas non plus de danger de glissement de terrain ou autre chose dans le secteur, à condition de respecter les distances, des limites là, qui sont imposées par rapport aux cours d'eau et aux ravins qui bordent de chaque côté là, du site. Le site est accessible aussi par un chemin existant parce qu'il a déjà été utilisé pour la culture. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose, Monsieur le maire. On peut peut-être que des questions s'il y en a. Ce que je vais vous demander, c'est vous lever la main, je vais me diriger vers vous et à ce moment-là, question de vous nommer pour que l'intervenant. Donc, période de questions pour M. Couture. Par la suite, je pense qu'on passe à M. Fournier et on s'en suivra de la même façon tout au long de la soirée. Et on me signalait qu'il y a une cafetière à l'arrière pour ceux qui sont intéressés. Alors, je me dirige vers l'arrière. Alors, ce ne sera pas très long. Oui, je voudrais juste savoir, éclaircissement au sujet de la pompe qui est au camping. Si jamais le projet se réalise, est-ce que ça signifie l'élimination de cette pompe-là qui déverse dans le Saguenay présentement? Non, en fait, le projet compte récupérer l'infrastructure du bâtiment puis du puits en béton, là, mais de changer la mécanique. Mais la station de pompage elle-même va demeurer là pour monter les égouts du village vers les étangs hydriques. Oui, si j'ai bien compris, elle ne déversera plus dans le Saguenay, là. La station de pompage va déverser dans le Saguenay s'il y a une panne d'électricité parce qu'elle n'a pas de génératrice actuellement. OK, ça va être un backup, mais si toute chose est logique, là, normalement, si vous installez votre projet, ça élimine le déversement dans le Saguenay. Non, pas tout à fait, parce que le déversement dans le Saguenay, à partir de cette station de pompage-là, actuellement, il couvre uniquement le secteur du village. C'est-à-dire qu'il couvre la station de pompage qui est dans le village. Il y en a une autre dans le village. Alors, celle-là, elle déverse dans les égouts arrivent dans la station de pompage du camping, à côté du camping, dans le fond. Donc, tous les égouts du village se ramassent à cette station-là, incluant Saint-Jean-Baptiste à partir de la Marina. Alors, les égouts reviennent vers cette station-là à partir de la Marina. Ce qui serait différent avec le programme d'assainissement, c'est que le secteur du coin des routes, en haut, serait acheminé, lui, par pompage, juste directement aux étangs.
Mais il ne passerait pas par le poste de pompage du camping. J'ai oublié de vous demander votre nom tout à l'heure. Oui, Mario Wood, 352, c'est Jean-Baptiste dans ce D'accord. Ben, ça ne répond pas à ma question. Pardon? Ben, ça répond pas à ma question, savoir que pourquoi est-ce qu'on installe une station de pompage dans le futur terrain, et puis que nous, à la pointe, on n'est pas desservi par ça, si je comprends bien. Ben, tout le secteur va être desservi par les étangs aérés qui vont être installés dans cet endroit-là, incluant tous les résidences qui partent de la pointe jusqu'au camping. Les résidus vont être montés aux étangs aérés, ils vont être traités, puis il va y avoir un retour. Est-ce que je dis une connerie, monsieur, vous me corrigerez, là? Il va y avoir un retour qui va s'en aller dans le Saguenay, mais ce qui va s'en aller dans le Saguenay, ça va être de l'eau claire. De l'eau qui va avoir été purifiée. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai dit quelque chose de pas correct? OK, alors on avait une autre question. Je pense que, Jeff, il y a des questions écrites tout à l'heure? Non, ça va? OK, pas pour l'instant, d'accord. Oui, Vincent Gallier. En fait, si je comprends bien, le site a été arrêté, le site pour le bassin d'aération. Je peux vous montrer à l'écran l'emplacement préliminaire qui a fait l'objet d'analyse géotechnique et de forage. Là. Je peux vous le montrer. Pour l'instant, c'est ça, à moins qu'il y ait des contraintes lors de l'élaboration des plans et devis par mon frère là-bas, mon collègue. Pour l'instant, c'est ce terrain-là, oui, effectivement. C'est un petit terrain sur le lot 8A, 8B, là, mais en utilisant le chemin d'accès existant. Je vais vous montrer à l'écran. En fait, on a la rue Saint-Jean-Baptiste. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Alors, la rue Saint-Jean-Baptiste, ici, la marina, on voit la rue de l'Hermione, ici, et la marina. Okay. Comme je disais tout à l'heure, il y a un réseau d'égouts existant à partir de la marina, à peu près, là, qui s'en vient jusqu'au poste de pompage qui est près du camping ici. Puis, tout le reste du village s'en vient là, à ce poste de pompage-là aussi. À partir du poste de pompage, il y a une conduite de refoulement qu'on appelle une conduite à pression qui sort à la sortie des pompes, qui s'en va dans le Saguenay à une bonne distance de la berge. Je ne me souviens pas de la distance exacte, mais je sais qu'il est à 60 pieds de profondeur dans le Saguenay, la sortie de ce tuyau-là. C'est ce tuyau-là qu'on va essayer de récupérer dans la prochaine étape, là, quand le système de traitement va être en opération pour utiliser, mais avec le bassin, évidemment, le poste de pompage. Parce que les étangs eux-mêmes, ce qui sont prévus d'être placés, c'est ici. À une distance de 300 mètres des plus proches habitations de la rue de l'Hermione. Alors que l'exigence du gouvernement est de 150 mètres. 150 mètres, c'est prouvé depuis les années 84. Là, il y a environ 500 quelques, on disait tout à l'heure, 540 installations d'étangs aérés au Québec qui ont été installées depuis 1984. Ils sont en opération depuis plus de 30 ans. Puis, il a été démontré que 150 mètres des habitations, c'était largement suffisant pour éviter les problèmes d'odeur ou les problèmes de bruit pour les camions, l'entretien, les compresseurs qui vont donner de l'oxygène de certains. Alors, à 150 mètres, c'est la moitié parce qu'il y a 300 mètres entre le terrain le plus proche de la rue d'Hermione et le site. Et du côté de la rue Saint-Jean-Baptiste, c'est encore plus grand. Comme vous pouvez le voir, c'est encore beaucoup plus grand. Ici, en noir, ce sont les conduites qui sont requises pour amener les égouts aux étangs. Alors, il y a une conduite qui arrive directement du site du coin des routes et une conduite qui va arriver du dernier poste de pompage qu'on parlait tout à l'heure. Il va y avoir aussi une troisième conduite qui va être la sortie des eaux traitées qui va retourner au Saguenay. Est-ce que c'est plus clair? Votre question tout à l'heure? Oui, c'est vrai. OK. En fait, le but de ma question, c'était l'autre site qui était proposé, que vous avez étudié, jusqu'à quel niveau vous avez évalué les coûts de ce projet-là?
Au niveau de la hauteur, lui, il disait tantôt que c'était 50 mètres de pompage. L'autre site, ça représente quoi? Avez-vous évalué les coûts de l'autre site par rapport à celui-là? Ça a été évalué sommairement, effectivement, mais c'était juste le double là, par rapport à l'aménagement de ce site-là. Vous parlez de celui de l'autre bord de la rivière, là. Oui, celui-là, l'autre bord de la rivière, dans la zone agricole. Là, il est dans la zone agricole. Là, c'est des questions la question de dézonage agricole, la question d'acquisition des terrains, c'est différent. Les terrains sont vraiment en culture. Ici, les états, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez au fond de la salle, là, mais en jaune, c'est la ligne approximative du lot 8A. Puis le lot 8B est ici, là, qui borde la rue Saint-Francis. Le chemin d'accès est existant en dessous du tracé des conduites. On a voulu réutiliser le chemin d'accès pour pas... ce chemin-là va nécessiter uniquement un droit de passage. Ce n'est pas une acquisition comme telle, ce n'est pas nécessaire. Puis, par contre, le terrain ici, lui, nécessite une acquisition, mais c'est une petite superficie. Je ne me souviens pas exactement des dimensions. Et c'est un terrain, comme je disais au début de ma présentation, qui est enclavé par un ravin ici. Je ne sais pas si vous le voyez en bleu. Il y a un cours d'eau qui coule dans le ravin. Il y a un autre ravin ici, là. Parce que là, c'est schématique. C'est sûr qu'on pense que le cours d'eau arrive dans le coin des étangs, là, mais c'est schématique. L'ingénierie préliminaire n'est pas faite là-dessus. C'est approximatif. Mais par rapport aux dimensions des lots 8A, 8B, c'est une petite superficie. Une chose qui est évidente également, avec Maître Saucier tout à l'heure, on verra pourquoi on a réservé, il y a un terme technique que j'oublie, avis d'imposition, pourquoi on a réservé aussi grand alors qu'on avait peut-être besoin de moins. De toute façon, Maître Saucier l'expliquera tout à l'heure. Vous aviez, je pense, encore une question? Encore juste une petite. Le double du prix pour choisir ce site-là, l'autre site, mais la proportion de ce montant-là par rapport au projet total, c'est quoi? Je n'en ai pas d'idée en tête actuellement. Non, je ne sais pas. Il faudrait fouiller dans les archives. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'à chaque étape, ça prend une autorisation, une approbation du ministère. Donc, le ministère, quand il approuve un projet, évidemment, il y a toujours l'évaluation de la faisabilité du projet, puis il y a toujours les coûts, parce qu'on s'entend que c'est le gouvernement ou c'est le ministère qui va payer le gros de la facture. Okay? Donc ça, le site actuellement fait l'objet d'une approbation, d'un accord de la part du ministère des Affaires municipales. Une question ici, maintenant? Gilles Labbé, de la rue du Verger. Voyez-vous, sur votre plan, la rue du Verger, elle, est plus proche du site que la rue Saint-Jean-Baptiste. Là. On est dans le fond, là, on est dans la... Oui, on est dans le fond. Il y a le ruisseau qui borne le site prévu, il descend en arrière de nos propriétés. Bon, est-ce qu'il y a des dangers de contamination du ruisseau? Non, il ne peut pas. Le ministère ne permettra pas de déversement dans ces cours d'eau-là. Parce que les cours d'eau sont trop petits pour absorber une eau même traitée. L'eau traitée va peut-être parfois être plus grosse que le débit du cours d'eau, c'est que ça n'a pas de bon sens. Parce que dans les zones d'aménagement, le ministère nous demande de déverser dans une rivière importante. Oui. Donc, on ne peut pas déverser dans la rivière ici, dans la rivière Saumon. Puis on a déjà des infrastructures intéressantes d'installer dans la rivière Saint-Louis. Il n'y a pas de danger de le ruisseau, même en période de printanière, quand il est gonflé ou quand il y a une augmentation du débit. Là, non, parce que les systèmes de traitement ici, là, des étangs aérés, les toujours en dehors du sol, c'est des bassins qui doivent absolument être étanches. Oui. On ne peut pas ne pas les rendre étanches, il faut qu'ils soient étanches. Même si on est dans l'Arville, dans ce coin-là, il va y avoir un système d'étanchéité qui va être fait. Puis il n'y a aucun débordement possible dans les ruisseaux. Bon, maintenant, ces ruisseaux-là sont dans des coulées. Oui. Hein? Bon, est-ce qu'il y a une possibilité de mauvaises odeurs qui descendent avec des vents d'un certain sens qui arriveraient? Nous, quand on est dans la rue du Verger, là, le vent il vient toujours de la montagne. Est-ce qu'il y a des odeurs associées à ça qui vont descendre chez nous? En fait, à 150 mètres de l'installation, normalement, il n'y a aucune odeur. Puis on n'a pas entendu de plainte sur les 500 quelques installations actuellement au Québec qui sont installées à
à 150 mètres de plus des habitations. Il y a vraiment un courant descendant qui arrive dans le fond de la coulée qui arrive vers nos résidences. Quand on fait un feu l'été, c'est évident que la fumée s'en va vers les maisons, ça ne s'en va pas vers la montagne, le vent il vient de la montagne. Des vents cataplastiques. Mais moi, je vous dis, écoutez, ça fait 40 ans que je pratique ce métier-là. J'ai descendu dans des regards d'égout. Je peux vous dire que l'odeur de l'égout brut non traité là, est extrêmement différente de l'odeur qu'on peut sentir quand on se promène sur les chemins de pourtour et les chemins d'accès des étangs. Ça sent pratiquement rien, même quand on est collé dessus. À preuve, écoutez, moi, je vais vous donner quelques exemples, si vous voulez. Là. Ville de la Terrière, les étangs sont en plein cœur du village. À 150 mètres de la plus proche habitation. On commence à avoir des odeurs parce qu'au bout de 35 ans, les compresseurs sont usés, puis ils ne donnent pas tout l'oxygène, puis le réseau a augmenté. Et on construit de nouvelles rues. Ça fait que là, on est en train de réviser la mécanique pour pouvoir corriger la situation, pour avoir un niveau de traitement adéquat selon les normes. Quand le niveau de traitement est adéquat selon les normes, il n'y en a pas d'eau. Un autre exemple, la municipalité de Saint-Honoré. Juste en face du BMR, qui est à côté des bureaux de la MRC, au bord de la rue. Je peux vous le montrer. Regardez le... On va revenir peut-être dans la présentation d'enseignement. Le fichier présentation d'enseignement. Le répertoire, c'est là. Juste en revenir à l'aide de... Juste peut-être aussi, je veux vous dire qu'on va demander aussi à Petit-Saguenay, parce que Petit-Saguenay a un système d'étang aéré, comme le système qu'on veut mettre en place ici. On va organiser aussi des visites pour ceux et celles qui seraient intéressés d'aller voir, d'aller tout près du site pour voir qu'est-ce que ça représente. Comme le disait M. Couture, il y en a 540 au Québec, des étangs aérés comme ça. Et à date, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu beaucoup de plaintes à ce sujet-là. Je pense que les professionnels sont plus à même de le dire que nous autres. Là. Il n'y en a pas. Là. Normalement, l'eau qui est traitée là, elle est comme vraiment aérée, puis elle est, une fois que le traitement est terminé, il n'y a aucune senteur, puis il faut que ça retourne même dans une canalisation ou dans un plan d'eau existant, soit une rivière ou un ruisseau important. Vous avez ici Saint-Félicien, le VRM de Saint-Félicien, les étangs aérés. C'est des étangs aérés, même si c'est une ville importante. Il y en a 3. Qui sont situés à 150 mètres de la plus proche habitation qui est dans le quartier ici. Donc, si je me souviens bien, c'est le quartier Gagnon. Vous avez la route régionale qui est ici. Vous avez l'usine de fabrication de granules qui est là. Il y a une autre industrie qui s'est développée là. Puis il y a des habitations juste là qui sont à peu près à 200 mètres Puis les vents dominants, parce que le nord est en haut de la carte. Alors les vents dominants sont comme ça. Puis le village, la ville est là. Et moi, j'ai jamais entendu parler qu'il y avait de problèmes d'odeur. Puis sur les journaux, vous l'auriez vu aussi. C'est construit depuis 1986-87 à peu près. Monsieur, je m'excuse de vous interrompre, mais regardez, vous montrez des systèmes qui sont dans des terrains plats en général. Là, il y a comme un engouffrement possible des circulations d'air qui vont descendre chez nous. C'est ça qui est particulier. Donc, si vous nous assurez qu'il n'y a pas d'odeur, qu'il n'y a pas de... Donc, moi, je vais me retourner vers la municipalité, mais je vais dire, si, après que ça va être terminé, ces choses-là, si 20 citoyens qui s'aperçoivent qu'il y a des odeurs, est-ce que la municipalité va nous aider pour apporter des correctifs? La question revient, M. Couture, parce que ça... Dans un deuxième temps, est-ce que cette technologie-là que vous allez implanter, est-ce qu'elle est évolutive? C'est-à-dire que s'il y a des inconvénients, on peut-tu la modifier, on peut-tu fermer des bassins, y a-t-il une évolution possible dans la technologie pour l'améliorer en cas d'inconvénient? Oui, il y a
toujours l'ajout d'oxygène, mais il y a toujours l'ajout de produits chimiques comme la déphosphatation. S'il y a trop de savon, par exemple, d'utiliser, dépendant des populations, qui utilisent plus de savon que d'autres, il y a des phosphates, il faut déphosphater. Il y a des choses qu'on peut ajouter dans le système de traitement comme ça. Et il y a la durée aussi du traitement qui est normalement autour de 20 jours. Les égouts vont s'écouler 20 jours de temps avec l'oxygène et les différents traitements, s'il y en a d'autres qui sont requis. Puis ça donne un temps de réaction, là, si jamais le système, parce qu'il y a des échantillons qui sont pris régulièrement par la municipalité, à partir du moment où c'est construit, il y a des rapports réguliers qui s'en vont au ministère des Affaires municipales, puis c'est suivi ça, par des gens au ministère. Si le traitement est moins performant, parce qu'il y a eu le taux de bactéries, le taux de DVO, des CO, je ne sais pas si vous connaissez les termes, c'est tout suivi très rigoureusement, c'est la loi. L'autre inconvénient possible, j'imagine que pour pomper tous ces déchets-là en hauteur sur 50 mètres, ça prend des pompes performantes. Est-ce que du bruit? Est-ce que ça fait du bruit pour les gens en bas? Autour, qui sont dans... Que les pompes. C'est ça, c'est super. Ouais. C'est pas plus que l'installation actuelle. Au niveau des éodeurs, ça ne peut pas être pire que l'installation actuelle. Parce que l'installation actuelle, elle dégrille des égouts bruts qui n'ont pas été traités, qui n'ont pas d'oxygène. Ça fait que c'est sûr que ça ne peut pas être pire que ça. C'est beaucoup mieux. Ça fait pas de bruit, ça sent pas. Est-ce que c'est quand même dangereux pour la santé? Moi, la santé des gens, si c'est pas dangereux pour la santé, il y a 500 quelques installations au Québec qui auraient déjà des problèmes, puis on verrait ces journaux si ça va pas. Alors, si vous voulez, on va passer à une autre question, M. José. Merci. Je peux peut-être continuer sur le site, là, ça va peut-être éliminer les questions. C'est sûr, juste pour répondre aux vents descendants, vous avez des vents ascendants aussi, hein, parce que quand on monte à flanc de montagne, puis que la montagne fait face à l'ouest, les vents dominants sont du côté ouest, normalement, je pense que vous connaissez ça un petit peu. Puis quand on arrive avec des vents dominants sur une montagne, ben, on a des vents ascendants. Il y a des gens qui font du deltaplane avec ça, ils planent carrément. Mais parfois, vous avez raison, ça descend. Nous, ça descend toujours parce qu'on n'a pas fait un feu cette année, on a obligé de se tourner vers la montagne parce que le vent montait. On n'a pas... Mais quand vous avez des terrains, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est fixé, là. C'est certain que les vents, ils ne montent pas et ils ne descendent pas, ils s'en vont direct vers les maisons. C'est pas pire, c'est pas mieux chez vous. On peut aller à C6, ça s'appelle la 7. OK. Ça, c'est, je parlais de Saint-Honoré, c'est la ville de Saint-Honoré. Les étangs sont là. Vous avez ici la station d'essence qui est juste au bord de la rue, à moins de 150 mètres, parce qu'on a eu une dérogation parce que ce n'était pas une habitation. Après ça, vous avez le BMR qui s'est construit, et vous avez les bureaux d'IMRC qui sont là, dans un rayon d'à peu près 150 mètres. Pour ceux qui sont à l'IMRC, il y a une occasion, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais c'est des étangs aérés comme on pourrait le mettre ici. C'est la scène. Ouais. Puis ça, vous pouvez aller voir sur Internet, hein, vous avez c'est public, ces images-là. Ça, c'est la carrière que je vous parlais tout à l'heure. L'église est là, le presbytère un petit peu à côté. Puis on a juste, c'est juste 150 mètres là, des étangs. Il y a 3 étangs. Vous avez le champ de balle qui est là. Et actuellement, c'est pas un exemple intéressant parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est en rénovation. Les compresseurs d'air ne fournissent plus depuis déjà quelques années, je dirais, là, à fournir le niveau exact là, de traitement qui était souhaité en raison de l'augmentation de la population et de l'usure des clients. C'est sûr que ça, après 35 ans, ça prend un grand place. Après ça, la 4, oui. 4, Ville de la Rue. La 6e rue ici, le pont Claude-Richard. Pour ceux qui voyez l'escalier. Alors, vous avez l'usine de traitement des eaux ici, qui est une usine, mais qui comporte aussi des étangs à la sortie. Et vous passez à côté, probablement très régulièrement. Je ne pense pas que vous j'ai pas eu connaissance qu'il y a un problème d'odeur. Tous les égouts de la ville se ramassent dans cette usine. C'est la seule. J'ai participé aussi. Moi, bon, c'est notre secteur, en fait.
On peut peut-être aller à 2, je pense, ou à 1. Bon, en fait, c'est le plan que je vous montrais tout à l'heure, mais c'est la vue aérienne de la situation actuelle. Il y a une trame de rue ici, là, mais je ne pense pas que ce soit officiel. Là. La rue de l'Hermione, c'est ici, là, se termine là, actuellement. Puis le site, il est dans cette partie-là ici, à plus de 300 mètres de la plus proche habitation. Puis la rue ici, elle n'est pas existante. Il y a des chalets, comme je disais tout à l'heure ici, et ils sont à plus de 150 mètres aussi. Une autre question à dire? C'est Ludo. On va y aller par ordre. Oui, bonsoir. Mon nom c'est Claude Boudreau. J'avais certaines questions à poser sur le site choisi. Parce que, première des choses, c'est quand même un des seuls sites qui demeure actuellement sur le fjord qu'on pourrait développer de façon future. Je n'en connais pas d'autres, qui est dézoné, qui est dans une zone non agricole. Et puis oui, là, vous me dites actuellement, on est à moins de 150 mètres de la rue de l'Hermine. Mais moi, par contre, je sais qu'il y a déjà eu un projet de déposer à la municipalité dans les années, peut-être une quinzaine d'années, pour faire un développement immobilier dans ce secteur. Puis je pense que justement, là, on voyait des tracés de futures rues qui étaient proposés, puis peut-être même plus vers le bord aussi. Donc, en mettant des bassins semblables dans cet espace de terrain-là, on vient d'hypothéquer de façon future le développement immobilier qui pourrait se faire dans le plus beau secteur visuel sur le fjord futur. Donc, je pense que vous n'avez pas pensé du tout aux incidences qui pourraient être par rapport à votre choix de terrain. Parce que d'un sens, moi je sais, je connais bien le site, là. Puis je peux bien vous dire qu'il y a des moyennes belles vues sur le fjord, puis faut penser dans 10 ans, faut penser dans 15 ans, dans 20 ans. Actuellement, le secteur qui sont les gîtes du fjord, il n'en reste pas 100 terrains là, à vendre. Là. Puis on connaît le même problème à la station de Mont-Édouard actuellement. Ça vient vite, là. L'industrie du tourisme à l'Anse-Saint-Jean n'est pas en décroissance, elle est en croissance. Il faut s'attendre là, que peut-être que dans les 10 prochaines années, ou peut-être plus tard, on va avoir besoin d'espace pour développer de l'immobilier. Et là, vous hypothéquez de façon permanente un des plus beaux sites de développement. Fait que c'est d'un sens, je trouve que c'est pas trop penser loin. Mon autre crainte aussi. On peut-tu répondre à votre première question? Oui. Je poserai la deuxième après. En fait, on y a pensé, effectivement. C'est sûr que l'Anse-Saint-Jean au complet, c'est un très beau site. Là. Vu sur le fjord à peu près partout, dans les collines, là, en périphérie du village. On y a pensé, sauf qu'on est régi par les règles du ministère des Affaires municipales. Le ministère des Affaires municipales nous interdit de considérer les développements futurs. La raison est simple, c'est que si vous regardez la grandeur du Québec, tout le monde voudrait développer sa municipalité. Moi, il y a plus de 30 ans, là, j'ai fait des plans et devis de la rue de l'Hermione pour l'ancien promoteur des Jeux du Fjord. J'ai passé dedans tout à l'heure dans ces rues-là où on a monté l'aqueduc. Vous payez actuellement tout le monde là, pour déneiger ces rues-là, puis entretenir le réseau d'aqueduc, puis fournir de l'eau potable. Puis il y a encore énormément de terrains à vendre. Très beaux terrains avec vue sur le Saguenay qui sont déjà desservis par la municipalité. Puis ça, ces terrains-là, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Moi, je pense qu'avant que l'autre que je vous parle là se développe, puis tout à l'heure, je vous ai dit qu'il est enclavé par un ruisseau de chaque côté. On n'a plus le droit d'enterrer des ruisseaux aujourd'hui. Puis construire une rue sur la largeur du terrain qu'il y a là, avec des maisons chaque bord, c'est impensable, c'est pas assez large. C'est un terrain qui est perdu de toute façon. Puis à côté de ça, c'est des champs cultivés. Moi, je pense que le développement qui pourrait se faire là, pas avant 50 ans, les équipements qu'il y a là vont être finis à ce moment-là. Parce qu'on calcule une durée de vie de 25 à 30 ans pour les équipements mécaniques, puis même parfois la partie terrassement et tout ça. Puis dans 30 ans, les 35 ans, il va probablement exister d'autres choses pour traiter les égouts de la municipalité. C'est pour ça que, bon, ça c'est mon opinion personnelle,
mais on est régi par le règlement des affaires municipales qui nous interdit de toute façon de considérer plus loin que les installations existantes. Tant mieux si c'est votre c'est personnel, parce que je ne suis pas convaincu que dans 10 ans, on n'aura peut-être pas, qu'on va sûrement avoir besoin d'espace pour faire du développement, parce que ça vient vite. Là. Donc, là, vous me parlez de l'autre 30 ans. Dans Saint-Jean, c'est plus l'autre 30 ans d'aujourd'hui. Et je pense que l'industrie touristique qu'on connaît, puis l'ampleur du développement qu'on connaît actuellement, là, ça ne se compare pas en tout à ce que vous me dites. Tu sais, je le sais. Bon, mais mon autre question, j'avais une autre question. Ah, ok, vas-y. Ah, on est là pour ça. C'est ça. C'est sûr que moi, là, vous dites que les odeurs, ça n'existe pas, là. Mais moi, je suis très sceptique à cet aspect-là. Très, très sceptique. Sur mon heure de lunch, pendant 1 minute, j'ai fait Google, odeur, épuration des eaux. Première page, j'ai sorti 2 articles déjà. Station d'épuration ne suffit pas à la demande. Ça, c'est de la Terrebonne. Odeur importante. Tu sais? Hein? Peu importe, là. Odeur à Lévis, patience, dit la ville. Fait que ça, je veux dire, c'est pas vrai, j'ai pas fait de recherche, ça a pris 1 minute. J'avais déjà des articles de journaux qui disent que ça sent. Tu sais, je veux dire, là, vous me dites tout à l'heure que ça sent pas pantoute, c'est pas vrai, là? Ça sent pas pantoute quand le système fonctionne bien. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Puis vous avez tout à fait raison, si le système fonctionne pas bien, il va y avoir des odeurs. Bon, enfin, vous parlez d'odeur. Oui, je vous ai dit qu'à l'intérieur, on était en train de le refaire parce qu'il y avait des odeurs. Mais je vous ai pas dit qu'il n'y en avait jamais. Je vous ai dit quand ça fonctionne bien, il y a des odeurs. Le deuxième article que vous parlez là, à Lévis, je pense que mon collègue le connaît très bien. C'est des travaux d'aération qui sont en cours. Donc. Oui, donc ce sont des travaux. Effectivement, les stations ont atteint leur capacité. Dépasser leur capacité, les travaux d'aération sont en cours. Ce qu'on dit, c'est lorsque le système fonctionne bien, puis ici, dans le fond, il est conçu pour recevoir la population actuelle, ben, c'est là qu'il n'y en a pas d'odeur. Si, je ne sais pas, mais on dit que la conception est faite pour 20 ans, puis dans 45 ans, vous dites, ah, il y a des odeurs, ben, c'est parce que maintenant, il y a plus de monde de raccorder dessus, puis il faut que les volets suivent les bottines, dans le fond, il faut que tu corriges ton système de maintenance pour tenir compte des décharges qui rentrent. Mais ce qu'il faut obtenir, c'est que lorsque la conception est adéquate, il n'y en a pas de... Je pense que les articles que vous avez touchent des infrastructures qui ont dépassé leur capacité. On va passer à une autre question. Je sais qu'il y a des gens du premier tour qui ont voulu, mais j'aimerais compléter au départ des gens qui n'ont toujours pas posé de questions. Et s'il n'y en a pas d'autres, à ce moment-là, on retournera à ceux qui ont déjà posé leurs questions. Merci. Tu as déjà posé une question tout à l'heure, alors on revient un petit peu plus tard. Non, pas lui. Non. Ah non, c'est l'autre. Excuse-moi, je t'en prie. OK, c'est bon. Mon nom, c'est Sylvain Boudreau. Moi, j'aimerais revenir un petit peu à ce que M. Labbé mentionnait au niveau des odeurs. Parce que un système comme ça dégage quand même des gaz, comme du méthane. Et c'est aussi c'est plus lourd que l'air, donc ça se dépose dans le fond. Puis l'endroit qui a été choisi, ben, c'est quand même enfermé. Fait que, ce qui risque d'avoir une accumulation, parce que quand il n'y a pas de vent, il n'y a rien, il risque d'avoir une accumulation de gaz. Puis selon les vents ascendants qui amènent dans le village, est-ce que ça peut apporter encore des odeurs? Ça c'est une chose. Puis là, vous mentionnez que si jamais il y a un surplus d'approvisionnement au niveau de l'assainissement des eaux, l'Anse-Saint-Jean se développe, on peut arriver assez rapidement à une surcapacité du système. Là. OK, je vais prendre le micro, je vais donner un break à M. Couture. Dans le fond, à propos des gaz, je vous dirais que ce n'est pas une problématique qui est adressée avec le ministère de l'Environnement. Donc, s'il y avait des normes associées à on le ferait. Je pense qu'on va régler beaucoup de problèmes comme ça du Québec. OK. Donc, ce que vous mentionnez à propos du dégagement de gaz, ça, c'est pas quelque chose qui est géré dans le cadre des certificats d'autorisation qu'on obtient du ministère de l'Environnement. Ce que je comprends de ça, c'est que c'est pas une problématique qui doit être importante. Moi, je vous dis des gaz, j'en dégage moi aussi, puis je dois créer quelque part des dommages, mais c'est pas quelque chose qui est adressé pour le moment, qui est géré dans le cadre du certificat d'autorisation. Donc, il n'y a pas de garantie. Ben, pas de garantie. Dans le fond, si ça avait été un enjeu,
le ministère demanderait qu'on le gère. Il y a même des municipalités qui se plaignent selon ce qu'on voit. Mais ces municipalités qui se plaignent, c'est parce qu'ils font des mesures de gaz à effet de serre. En fait, le monsieur parlait du gaz méthane, mais si je ne me trompe pas, le gaz méthane dans un égout qui est traité à l'oxygène, à l'aération, il n'y a pas de dégagement de gaz méthane. Le gaz méthane va arriver dans les fosses à purin, les fosses septiques, dans les réseaux d'égouts. Dans les réseaux d'égouts aussi, dans les systèmes qui sont fermés, qui sont sans présence d'oxygène. Là, à ce moment-là, vous avez raison, il y a du méthane qui est dégagé, mais pas dans les bouts de café. J'ai pris mes informations, il y a des dégagements de méthane qui sont dans ces systèmes-là. J'aimerais ça voir la source. S'il y en a, c'est très faible, là, à ma connaissance, parce que le méthane, il est vraiment dégagé. Parce que l'interdiction de descendre dans une fosse à purin ou sans masque ou sans protection, tout le monde connaît ça, les utilisateurs en ont tous, vivent avec ces normes-là. C'est extrêmement dangereux. Parce que c'est des matières fécales qui sont sans présence d'oxygène. Fosse septique, c'est aussi dangereux qu'une fosse à purin. On a une question provenant de Facebook, c'est ce qu'on me dit. Il y avait une deuxième question pour monsieur qu'on n'a pas répondu, sauf erreur, à propos du développement. Ah, OK. Juste rapidement, c'est pour vous dire que, M. le maire l'a mentionné, là, le projet, c'est juste des projets coûteux qui sont subventionnés par le ministère des Affaires municipales. Les critères principaux, le principal critère de conception, c'est pour desservir des résidences qui sont existantes. La marge de manœuvre qui est accordée pour le développement est très mince. On ne l'a pas évalué ici, sauf que c'est associé au développement, selon Statistique Canada, des 5 dernières années de la population. Donc associé à chaque municipalité. Mais tout ça pour vous dire que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que, puis j'avais envie de revenir là-dessus aussi, c'est qu'il faut comprendre que dans le cadre du projet, ce qui est subventionné, c'est ce qu'il appelle le coût maximum admissible. Si on veut mettre de la brique sur le bâtiment de service, on ne pourra pas, en fait, on va pouvoir, mais ils vont payer l'équivalent du déclin de vinyle. Puis c'est la même chose pour la localisation du site de traitement. L'analyse a été faite de façon à trouver le meilleur site possible avec les conditions existantes. Vous voulez le mettre ailleurs, pas de problème. On va vous payer le prix, on va vous subventionner pour le prix, puis ça coûte si on le met à l'autre. Donc l'excédent, puis vous allez voir, ça va vite, là, le 5% que vous avez à payer, à partir du moment où vous payez tous les coûts qui sont jugés non admissibles, ça va vite. Ça, c'est directement l'impact sur le compte de taxe. Donc, je vais me rendre voir Jeff ici, qui a une question. Par la suite, madame, bienvenue. Vous avez une question et je retourne à l'arrière après. Oui, c'est madame Anne Boudreau qui pose la question, mais je pense que monsieur vient d'y répondre. Elle dit « J'aimerais savoir pourquoi l'autre site est le double du prix. C'est incompréhensible cette réponse. Il ne faut pas oublier que la municipalité paye seulement 5%. On ne parle que de prix, mais il faut être plus visionnaire que ça. Je pense que vous dites... Juste pour surenchérir un peu, là, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est le meilleur site dans les conditions existantes, le coût le moins cher, c'est ça qu'on vous subventionne à 95%, si c'est confirmé à 95%. Puis, tout autre site peut être envisagé, mais ça va être sur votre bras. Bon, madame, bienvenue. Alors, la tuyauterie pour relier le coin des routes à ce système-là, elle va passer de quel côté de la route et avez-vous étudié s'il y a toujours assez de place, parce qu'il y a des maisons qui sont très proches du chemin là-dedans. Avez-vous vraiment étudié s'il y a des problèmes ou des obstacles dans cette tuyauterie-là? C'est moi qu'il faut regarder. Ah. Nous, on l'a regardé sur la c'est pas toujours du même côté, et c'est pas une conduite sur laquelle vous allez pouvoir vous brancher. Oui, ça, j'ai compris ça. Bon. En fait, c'est ça. J'ai quasiment envie de dire un petit bout, j'en ai pas mal moins long, fait que mon collègue là-dessus, là, c'est ça, c'est que jusqu'à maintenant, juste en résumé, notre implication au dossier est assez succincte, en fait, c'est que on a commencé à faire des relevés de terrain. Vous avez peut-être vu ce que j'appelle aimablement mon lutin se promenait avec son instrument, mon apparateur, pour faire des relevés de terrain. Bon, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va prendre les détails des terrains, il va prendre les détails des infrastructures existantes. Puis avec ça, nous, ça va nous servir à faire nos plans d'ingénierie détaillés, à partir duquel les soumissionnaires vont ultimement déposer des prix. Je parle des entrepreneurs généraux. Préparation des plans, devis, etc. C'est là qu'on est rendu, mais on a amorcé, en grande partie, je vous dirais, tout ce qui est volet réseau.
pour répondre à votre question, c'est que actuellement, ce qui nous manque comme information, c'est la localisation de la conduite d'aqueduc. Et dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, il y a une entreprise qui va être mandatée pour aller la peinturer sur le chemin. Vous allez avoir des phrases de peinture. Nous, on va aller relever cet emplacement-là pour compléter nos plans. Mais effectivement, il faut tenir compte des infrastructures existantes. On va chercher à limiter les interventions sur les infrastructures existantes. Si elles sont essentiellement à gauche du chemin, on va s'installer à droite. Et c'est un peu en ce sens-là. On va chercher à minimiser le coût, évidemment, surtout de réflexion de la chaussée. Donc, le moindre d'impact possible qu'on peut. Vous dites qu'il y a des maisons proches de la rue, effectivement, pour travailler à l'intérieur de l'emprise de la rue. Ça pourra se générer son lot d'attention tantôt pour être capable de figurer de la meilleure façon de faire. Mais c'est l'étape qu'on est rendu aujourd'hui. Alors, une question ici. Vous vous nommez, vous posez votre question. OK. Sylvain Bernard, j'ai la chance d'avoir acheté un très beau terrain sur le secteur Saint-Fiac, avec une très belle vue sur le Saguenay. Puis il se trouve que je comprends que je vais avoir une très belle vue sur les champs d'épuration. La question est assez simple. D'un point de vue visuel, en termes de taille, ça ressemble à quoi? L'usine de traitement, est-ce que c'est un bloc en béton? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? OK. Le système de traitement, c'est des bassins, c'est des digues en terre. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'exemples, encore une fois. On pourra vous en, si vous faites une recherche, vous allez en trouver rapidement. Il y a différentes... ce sont donc des bassins d'eau qui sont, dans votre cas, construits en terre, parce que le volume est suffisamment important. Je dis ça parce que dans les plus petites municipalités, alors que les débits sont moindres, ce sont des étangs parois verticales en béton qui ressemblent beaucoup à des fosses apurées. Ce sont des lacs, essentiellement, qui sont là, puis il y a un certain bouillonnement qui va se faire, beaucoup dans le premier, moins dans le dernier, et le processus épuratoire est assuré par ça. Au niveau coup d'œil, je vous dirais que c'est pas, je n'essaierai pas de vous dire que c'est aussi beau que ce que vous avez, mais encore faut-il voir dans quelle mesure ça va boucher votre vue, comme vous semblez le dire. Parce que, en tout cas, j'ai senti comprendre. Donc c'est ça, il faut voir où il va s'installer. C'est vraiment au niveau de l'envergure du site qu'il n'y a rien de fait encore. C'est que là, ça fait partie également des activités qui restent à compléter. C'est que de terminer, puis c'est sûr qu'on va essayer de viser quelque part la moindre emprise au sol, empreinte au sol, pour faire les... En fait, est-ce que, associé au bassin, est-ce qu'il y a une usine de traitement aussi? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est un petit bâtiment de service. D'accord, c'est juste un petit. C'est pas très grand, c'est pas très gros. Je pense pas qu'il y ait de briques, comme je disais tantôt, là. Mais essentiellement, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments apparents. C'est essentiellement des étangs. Deuxième question. Pour ceux et celles qui sont déjà connectés sur le réseau, est-ce que ça occasionne d'autres connexions ou tout va bien comme ça? Non, là, j'ai pas vu le monsieur qui parle. Ici. C'est vous, OK. Effectivement, il n'y a aucun branchement qui va être requis de faire. D'ailleurs, il n'y a aucun branchement qui sera possible de faire car les conduites qu'on va mettre en place sont des conduites sous pression. Ça serait une mauvaise idée de vous raccorder là-dessus. Désaccorder d'abord? Non, c'est que dans le fond, c'est ça. Sur le réseau existant, vous allez vous rejeter sur le réseau existant, vous rejetez sur le réseau existant, il n'y a aucun impact sur votre opération. Le point de rejet que vous envoyez dans le réseau, lui, il va tomber dans une station de pompage, puis par la suite, il va être envoyé au système de traitement. Mais non, vous n'avez pas de... C'est pas comme si on avait à construire un nouveau réseau. Juste une petite parenthèse, c'est qu'il part en droit. Puis là, je pense que c'est encore un petit peu entre deux chaises, là, mais il y a des plans qu'on va préparer aussi pour réparer les tronçons du réseau des rues. Parce qu'ils avaient été identifiés dans le cadre d'études préliminaires. Est-ce qu'ils vont faire partie du projet? On ne sait pas encore. C'est une question d'aide financière. Mais il y a peut-être ponctuellement des interventions qui vont être faites sur les réseaux comme ça. Encore une fois, on va aller se raccorder, si ça tombe devant chez vous, on va aller se raccorder sur votre entrée de service à la limite de rue. On ne fait pas de travaux chez vous, vous n'aurez pas à en faire non plus. J'ai 3 questions. Madame, monsieur, et vous par la suite. Marie-Claude Roy. La question s'adresse à la municipalité. Est-ce qu'il existe un schéma d'aménagement qui tient compte des possibilités de développement touristique ici à notre municipalité? Est-ce que M. Corbin peut... Le schéma d'aménagement est en révision actuellement, mais ça n'affecte pas, en tout cas, le plan actuel là, qui a été déposé à la MRC. Non, c'est pas... moi, c'est une question que j'ai générale.
Alors, il y a un schéma d'aménagement en révision. Est-ce qu'on pourrait le consulter ou le voir éventuellement? Si oui, vers quelle année? Ou est-ce que ensuite, lorsqu'on a un schéma d'aménagement d'une municipalité, compte tenu d'un développement touristique futur, bien là, nécessairement qu'on tient compte de ces critères-là lors d'un choix de terrain aussi, j'imagine. Je ne sais pas si je comprends bien votre question. Okay, mais... je vais être plus précis. Bon. Alors, le schéma d'aménagement, il est en revision. Ça, c'est un. Vous m'avez dit. On va pouvoir le consulter éventuellement. Les consultations, éventuellement. En ce moment, on est dans le processus de l'établissement du schéma d'aménagement qui a été déposé à la MRC. Il y a un processus d'enclenché. Il va y avoir des rencontres d'assemblée publique. On avait déjà fait d'ailleurs au printemps cette année. Et compte tenu qu'il y a eu des délais à la MRC, on va reprendre le processus. Donc là, les gens sont invités à venir nous voir, les questionner sur le schéma d'aménagement qui a été déposé. Maintenant, il faut que ça soit envoyé à la MRC, il faut que ça soit adopté par la MRC et par le ministère des Affaires municipales par la suite. Puis, dans ce schéma d'aménagement, est-ce qu'il y a comme des critères en termes de développement touristique? Parce qu'on sait que notre village a une vue magnifique. Et là, comme a été mentionné précédemment, mais il y a quand même des impacts de développement touristique en mettant un étang d'aération là. Le schéma d'aménagement, il va nous permettre d'avoir des zonages à la municipalité. Et là, dans certains secteurs, ça va être zoné, on va dire, récréatif, ça peut être zoné périmètre résidentiel, mais ça ne va pas dans les critères jusqu'à dire que c'est du touristique. Alors, c'est plus d'ordre général. Après ça, nous, on a une réglementation qui supporte notre schéma d'aménagement et le zonage est établi. J'ai une deuxième question. On a parlé des vents. Là, je vais être plus précise dans la question. Il y a une sorte de vent qui s'appelle des vents catabatiques. Les vents, ils vont se présenter des montagnes, ils vont aller vers le Saguenay. Ils arrivent souvent vers le coucher de soleil. Est-ce que dans l'étude concernant l'étang d'aération, il y a eu une étude spécifique sur ce critère-là? Pas de mon côté, je ne sais pas s'ils vont l'avoir dans la prochaine étude. C'est pas là-dessus. Il n'y aura pas d'étude parce que, je veux juste dire, ça a un impact si on est au camping puis que ce merveilleux vent doux et chaud arrive en été, mais que là, il est moins agréable, mais ça a un impact sur le tourisme. Ensuite, j'ai pas fini. Ensuite, si le camping est en expansion dans le terrain de baseball ou de golf, là, juste devant, ben, il va être proche aussi de l'étang d'aération. On a dit deux choses tout à l'heure. D'abord, si le système est adéquat et fonctionne bien, il n'y a pas d'odeur. Première des choses. Deuxième des choses, actuellement, le dégrilleur, puisqu'il sort du dégrilleur, les odeurs qui sont là sont probablement plus importantes que les odeurs qui vont provenir des états d'aération. Fait que moi, je pense que à ce niveau-là, je ne suis pas convaincu, moi, qu'on va avoir une situation qui va être aggravée, à moins qu'on me dise le contraire là, dans les spécialistes. Je suis d'accord avec vous. Il faut s'avancer. C'est dommage, il faut s'avancer dans la soirée. Je vais demander à d'autres questions d'être posées. Okay. Oui, Alain Héroux. Pour M. Couture, on a parlé de différentes choses, mais entre autres l'entretien, puis les camions qui auront à circuler et tout ça, qu'est-ce que ça représente exactement comme circulation, comme entretien? Puis également, est-ce que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean a l'expertise actuellement pour faire fonctionner ces systèmes-là? Et est-ce que c'est des frais aussi qui ont été considérés, là, qui rentrent, parce que je présume ça c'est en plus de tous les coûts pour l'aménagement? On a évalué dans notre mandat là, les coûts d'opération des étangs à 65 000 $ par année. Ça inclut le salaire de l'opérateur. L'opérateur, lui, dans le cadre d'un programme d'assainissement des eaux comme ça, reçoit une formation lors de la construction du système.
il reçoit une formation en conséquence. C'est un système qui est facile à opérer. Du point de vue de l'achalandage au site, l'opérateur doit y aller au moins une fois par jour avec son pick-up. C'est l'achalandage le plus fréquent. Environ aux 4 à 7 ans, il faut vider un des 3 étangs à tour de rôle là, pour aller ramasser les résidus non décomposables dans le fond des étangs. Mais ça se produit à peu près toutes les 4 à 7 ans, dépendant des habitudes de la population. Il y a des populations qui ont plus de solides non dégradables, il y en a d'autres qui en ont moins. Ça peut aller jusqu'à 7 ans à ce moment-là. C'est le niveau d'achalandage qui est prévu. Il n'y a pas d'autre chose. Petite question rapide aussi. C'est quoi exactement la superficie de chacun des étangs? Parce que là, on dit qu'il y a 3 étangs. Je ne l'ai pas en tête. Nous, on l'avait évalué très sommairement. Là. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un bloc qu'on a mis approximatif là, en fonction de la surface en question. Mais je ne l'ai pas en tête la mesure exacte. Mais mon collègue me dit qu'au point de vue conception des plans préliminaires ne sont pas prêts pour pouvoir le préciser. Mais la forme peut changer. Hein. On a mis un rectangle, là, mais ça peut être 3 petits rectangles décalés pour épouser la forme là, du plateau qui est là, entre les 2 ravins. Là. Vous comprenez? Les 2 ravins, ils n'ont pas été relevés par arpentage précisément. C'est fait à partir de photos aériennes. Il y a toujours un petit décalage. Fait qu'il faut que le terrain soit vraiment relevé par arpentage pour pouvoir planifier comme il faut la dimension de chacun des 3 étangs, qui ne sont pas nécessairement des dimensions égales non plus, je pense. Est-ce qu'on peut avoir quand même une approximation, se faire une idée de c'est gros comment ces étangs-là? Parce que là, on a vu des photos aériennes. Mais... Ouais, en fait, je vous fais bien de ne pas vous visualiser, là, parce que dans le fond, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On en a parlé brièvement. La forme peut changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un volume qu'on a besoin. Et le volume, ben, s'il étire un peu plus de ce côté-là, il va être un peu moins large de l'autre côté. Puis si la profondeur, il en gagne un peu plus, il va prendre moins d'empreintes au sol. Il y a des paramètres comme ça avec lesquels on peut jouer. Malheureusement, on n'est pas rendu assez loin pour vous dire que ça pourrait ressembler à ça. Là. Par contre, si c'est une préoccupation, je pense que dès que ce sera connu, ce sera des éléments qui pourraient être mis sur le site de la municipalité, là, puis cotés, déterminés, qui vous fixent les idées davantage. Alors, une question ici, monsieur, tout à l'heure avait demandé la parole. Madame, par la suite. Oui, mon nom, Gérard Delmarco. J'ai eu l'honneur de travailler dans une station d'exploration il y a 50 ans. C'est une usine, en fait, qu'elle roule encore. Puis là, vous nous dites que vous faites des bassins à un coût assez élevé quand même, puis dans 30 ans, on doit refaire les bassins. Ça se posait la question, est-ce qu'une usine, ça serait pas plus rentable que de faire des bassins, puis une usine, ça se fait sous le... Je veux juste amener une précision, là, si on ne développe pas plus la municipalité, en 50 ans, elle va être encore bonne. Il va falloir qu'on assure un certain entretien mécanique, parce que mon char, moi, si je ne mets pas d'entretien mécanique, il ne t'offre pas les pompes. Et si la population, je ne vous le souhaite pas, là, dans le fond, tout ce que je vous dis, c'est qu'on dit dans 30 ans, mais c'est quoi qui se passe dans 30 ans? Ça a-tu triplé? Ça a-tu resté pareil? Dans le fond, l'usine comme telle, elle a des vertus intéressantes parce que souvent, puis ça a été analysé dans le cadre des études préliminaires, ça peut avoir une empreinte au sol plus restreinte. Toutefois, ça va générer, ça va engendrer une gestion de boue plus fréquente. Je vais vous parler davantage, si je vous parle de boue, une gestion de boue beaucoup plus serrée, qui va engendrer des frais d'opération plus serrés, des frais d'opération qui ne sont pas subventionnés comme tels. Donc, c'est une chose, je vous dis, il faut faire attention, dans 30 ans, ben, ça s'est fait, comme je le mentionnais, pour reprendre un petit pas vers l'avant de développement, qui est autorisé, la seule chose qui est autorisée par le ministère de l'Affaires municipales, mais ça ne veut pas dire ça, que ça ne t'offre pas. Là. Puis par ça, moi, je veux juste conclure là-dessus, parce que ça n'a pas été mentionné. On vous le dit, bon, ça fait longtemps qu'on fait des étangs aérés. Ce qu'on peut conclure aussi, après avoir mis autant d'infrastructures de cette nature-là en service, c'est que c'était fait souvent pour 10 ans, puis 20 ans, 30 ans après, ça fonctionne à même encore, parce que les équations qui servent à faire la conception de ça sont conservatrices. On permet le taux de transfert des aérateurs, notamment, on s'aperçoit que c'est plus élevé qu'on s'attendait. Fait que du côté des étangs aérés, vous avez plus de latitude. Les équations disent, mettons, c'est 10 ans, mais ça se peut bien que ça puisse en prendre plus, tellement que le ministère de l'Environnement a défini un guide qui permet de définir les paramètres pour établir la capacité résiduelle des étangs, des infrastructures qui sont en place depuis
15, 20, 25, 30 ans maintenant. Et pour une information, sur les bassins de décantation qu'il y avait dans cette usine, qui est équivalent de 4 bassins olympiques de piscine, il n'y avait aucune odeur qui se dégageait de là. Donc c'était avant le traitement, donc on avait les eaux usées qui arrivaient dans 3 bassins, avant de passer à l'aération, parce que les bassins, il y avait 6 bassins qui aéraient l'eau qui sortait de la lac. Donc les odeurs, c'était où il y avait traitement des boues, s'il y avait des silos fermés. Là, c'est sûr que c'était très, très désagréable. Et j'invite les gens qui ont des préoccupations par rapport au vent, notamment. C'est que vous partez du principe qu'il y a des odeurs qui dégagent de l'eau. Dans le fond, ce qu'on vous dit, c'est qu'une station de traitement qui opère dans ses paramètres d'opération, il n'y en a pas de... Puis encore là, ça a été suivi. Allez en visiter, vous allez voir, à la même de voir qu'est-ce qu'il y en a de ça. Bon, j'ai une question ici. Si je réussis à me frayer un chemin à travers la foule. Bonjour, monsieur. C'est plutôt un commentaire. Moi, je m'appelle Chloé. J'habite au coin des routes, parmi des petites maisons qui déversent directement dans la rivière à Salon. Je voulais juste rappeler, c'est un commentaire, c'est même pas une question pour vous, messieurs. Je voulais juste rappeler que quand le maire a été élu, il y a eu des consultations publiques qui ont eu lieu, des grandes journées de consultation. Et la première priorité qu'on avait tous déterminée, c'était qu'il fallait assainir nos eaux usées. C'est arrêter de déverser nos pibis et nos caca dans le fjord. Fait que, peu importe ce qui va se passer, ce soir, la soirée risque de finir tard. Moi, j'ai un enfant qu'il faut que j'aille coucher. Fait que je voulais juste dire qu'au niveau du tourisme, parce que je travaille dans le tourisme, le développement touristique, pourquoi les gens viennent ici? C'est parce qu'on a des super paysages, qu'on a des super montagnes. Puis pouvons-nous être cohérents quand on les fait venir ici, de leur dire, ben nous au moins, on a le souci de préserver cet environnement-là. Fait qu'avant de commencer à vouloir développer notre tourisme, puis penser à nos touristes qui vont peut-être pas pouvoir bénéficier d'un petit secteur qu'on voudrait éventuellement développer dans 10, 15, 20 ans, commençons par être cohérents avec ça. Commençons par arrêter de polluer notre environnement. Gardons-le propre, puis après ça, on pourra penser à le développer. C'est ce que je voulais vous dire à tout le monde. Bravo, Chloé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui suscitent votre intérêt peut-être, ou on pourra passer, M. le maire, à l'intervenant pour que la soirée avance? Oui. Est-ce que M. Fournier, vous avez répondu C'est bon? Bon, on passerait au point concernant l'acquisition des terrains. C'est sûr qu'on a parlé d'un site, donc à partir du moment où on parle d'un site potentiel, ben, il faut déjà prévoir l'acquisition des terrains. C'est sûr que nous, bien évidemment, je dis nous, là, avec le support de notre procureur, on a pris des droits de réserve sur des terrains. Je demanderais peut-être à notre associé de nous expliquer qu'est-ce que ça représente, ces droits de réserve-là. C'est sûr que nous, actuellement, on a pris des droits de réserve sur 2 terrains. Ça ne veut pas dire que ce sera l'ensemble de ces terrains-là qui vont être utilisés. On va essayer de limiter le plus possible les terrains qu'on va utiliser, mais il fallait quand même, on ne peut pas diviser les terrains parce qu'ils sont déjà divisés. Alors, c'est pour ça qu'on a pris ce droit de réserve-là actuellement sur les terrains. Puis je demanderai à Maître Associé de nous expliquer qu'est-ce que ça comporte, c'est quoi les impacts, c'est quoi que ça nous donne comme possibilité. Merci, M. le maire. Bonjour tout le monde. En fait, on m'a consulté pour me demander mon avis concernant certains éléments d'acquisition de terrain. Je pense que tout le monde a compris que la municipalité avait dans un premier temps fait sélectionner les endroits appropriés pour implanter des bassins d'épuration par la firme de M. Coutu. Et une fois que les bassins ont été, l'endroit où les bassins doivent être implantés ont été déterminés et acceptés par le ministère des Affaires municipales et le ministère de l'Environnement, maintenant il y a une deuxième étape, c'est-à-dire de faire construire les plans pour en venir à bâtir tout ça. C'est le mandat que M. Fournier a eu. Bon. Entre les deux, c'est-à-dire les plans, la détermination préliminaire qui a été faite par M. Coutu et les plans définitifs,
qui seront faites par M. Fournier. Il y a une marge entre les deux, à savoir où ça va être, comment ça va être, quelle profondeur ça va être. Donc, la municipalité m'a consulté et dit, ça va être là, dans ce coin-là. Bon. Maintenant, bien entendu, il y a des propriétaires qui ont des droits sur ces terrains-là. Ce pas des terrains qui sont propriété déjà de la municipalité. Donc, moi, mon avis qui a été donné à la municipalité, c'est que ce serait prudent de tout de suite inscrire au registre foncier des avis de réserve pour fin public. Okay? Les avis de réserve pour fin public, c'est en fait une inscription qui est faite au registre foncier sur des lots pour aviser en fait les propriétaires de ces terrains-là que éventuellement c'est possible que la municipalité ait à acquérir ces lots-là ou une partie de ces lots-là. C'est inscrit sur l'ensemble de la propriété parce qu'au moment où on l'inscrit, on ne sait pas exactement où ça va être. Ça va être un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu plus en haut, un peu plus en bas, un peu plus grand, un peu plus petit. Il faut aussi imaginer que les bassins, c'est des piscines, hein? Mais ça ne veut pas dire que la municipalité ne va acquérir que la grandeur des piscines. On le voit là, pour ceux qui ont déjà côtoyé des installations de ce type-là. Il y a toujours des grosses clôtures, des clôtures autour pour empêcher que ce soit uniquement les gens d'aller dans ces endroits-là, mais il y a une acquisition qui doit se faire un peu plus grande que la grandeur des bassins. Donc, on a inscrit des avis de réserve pour fin public pour aviser les propriétaires que potentiellement il y aura une acquisition d'une partie ou de la totalité de ces terrains-là, qui sera déterminée ultérieurement lorsque M. Fournier aura déterminé de quoi ça va avoir l'air, de quoi le bébé va avoir l'air. Et ensuite de ça, c'est aussi pour éviter la spéculation. Dans beaucoup de dossiers de cette nature-là, il y a de la spéculation qui se fait autour. Donc, l'avis de réserve pour fin publique étant inscrit au registre foncier, ben, un éventuel acquéreur d'une partie de ces terrains-là va être avisé, tout au moins par le notaire qui va faire la transaction, qu'il y a une avis de réserve, puis là, il y a peut-être quelque chose qui va être là. Donc, ça va aviser tout acquéreur éventuel qu'il y a potentiellement une acquisition qui va être faite par la municipalité. Bon. Ça ne veut pas dire ça que la municipalité va exproprier ces terrains-là. L'expropriation, c'est toujours la dernière avenue possible. La première avenue, c'est de savoir quelle grandeur de terrain qu'on a besoin et où. Ensuite, de rencontrer les propriétaires pour tenter de négocier avec eux pour en venir à un prix acceptable et raisonnable, en tenant compte de la valeur de ces terrains-là au moment où les avis de réserve pour fin public ont été inscrits au registre foncier, pour après ça en venir à une entente. Et s'il n'y a pas d'entente, pour une raison ou pour une autre, avec les propriétaires, ben là, il y aura des procédures en expropriation qui seront entreprises, et c'est le tribunal administratif du Québec, composé de 2 juges, qui déterminera c'est quoi ça vaut, ce terrain-là. Et la municipalité pourra ensuite payer l'indemnité qui est fixée par le tribunal administratif du Québec pour se porter acquéreur des terrains. Donc, l'avis de réserve pour fin public n'empêche pas les propriétaires actuels de revendre le terrain, mais il est connu des propriétaires actuels et des propriétaires éventuels que s'ils achètent le terrain, ben, potentiellement qu'ils vont se retrouver avec un projet qui va être peut-être, si quelqu'un achète pour en faire un domaine de quelque niveau que ce soit, ben, peut-être que son projet devra être écourté du fait que la municipalité va acquérir la totalité ou une partie du terrain ultérieurement. Est-ce qu'il y aurait des questions à poser à Maître Saucier relativement à ce qu'on vient d'entendre? Non? Est-ce
Le droit de réserve est pour 2 ans. Il peut être renouvelé pour 2 autres années après. Et après, pour une raison ou pour une autre, imaginons que du fait des représentations qui ont été faites ce soir, la municipalité décide ou le ministère des Affaires municipales change d'avis, ou le ministère de l'Environnement change d'avis, puis le projet ne se fait pas, ou le projet s'en va ailleurs. Ben, les avis de réserve pour fin publique devront être radiés par la municipalité parce que la municipalité ne les acquièrera pas. Et si les propriétaires actuels ou éventuels de ces terrains-là en ont subi un dommage du fait que pendant 2 ans ou 4 ans, là, parce que c'est potentiellement un maximum 4 ans, le terrain n'a pas été acquis, ben, ils pourront requérir des dommages. Pas les dommages en l'air qu'ils vont inventer, là, c'est les dommages qu'ils ont réellement subis. Et ils pourront l'exiger de la municipalité. Puis si la municipalité est intraitable, disant c'est pas vrai, ou tu n'as pas subi autant de dommages que tu le dis, encore une fois, c'est le tribunal administratif du Québec qui détermine le dommage que les propriétaires ont subi. Bien entendu, après avoir entendu les propriétaires qui auront prouvé, qui ont fait la démonstration du dommage qu'ils ont subi. Est-ce que ça répond à votre question, M. le maire? D'autres questions? M. le maire, on continue. Il y avait aussi M. Sansfaçon, qui est notre spécialiste au niveau de l'évaluation des terrains. Excusez. C'est sûr, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on va déterminer au fur et à mesure que le dossier va se préciser les dimensions exactes qu'on va avoir de besoin et l'endroit précis où ça va être installé. Et je pense pas que notre objectif, c'est pas d'acquérir des terrains à prix de rabais. Notre objectif, c'est pas d'acquérir des terres et de développer par la suite. C'est vraiment d'installer des étangs aérés pour un système de traitement des eaux usées ici à Saint-Jean. Donc, je pense que tout le monde en connaît l'importance de faire. C'est sûr qu'au niveau du terrain, ben, écoutez, là, si on avait un meilleur terrain, c'est sûr qu'on irait ailleurs. Mais actuellement, c'est le meilleur terrain identifié, retenu par plus que des consultants, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'était depuis 2006, lui-même. Avant 2006, je pense que c'était en 91 que ça a commencé, le dossier a commencé à être travaillé au niveau municipal. M. Lorrain Simard est ici, puis je suis convaincu qu'il a un souvenir de ça. Mais ça avait été arrêté la période du déluge à cause de la reconstruction. Puis par après, il y a eu aussi la mise en place d'un système d'aqueduc. J'allais dire d'aqueduc, c'est pas ça. Un système d'approvisionnement en eau. Parce que lors du déluge, on avait un système à ciel ouvert, un système d'approvisionnement en eau à ciel ouvert, et il fallait absolument avoir un système fermé. Donc, c'est ce qui a été aménagé sur la rue des Côtés. Donc, aujourd'hui, depuis 2006, le dossier est revenu sur le tapis. Et on est rendu à une étape, je pense, importante, une étape cruciale actuellement. C'est ce qui fait qu'on a quand même avec nous ce soir des spécialistes. Alors, je donnerai peut-être la parole juste à notre consultant, M. Sansfaçon, pour nous dire c'est quoi son rôle dans le dossier, puis comment nous on procède, là, parce que comme le mentionnait un peu notre associé, notre objectif, c'est pas d'exproprier, notre objectif, c'est de s'entendre avec les propriétaires, ou le propriétaire, on verra exactement où ça va être situé, pour être capable de bien faire les choses avec le système de traitement des étangs aérés qu'on a besoin de mentionner. Oui, bonsoir. Notre rôle a déjà débuté, mais il va être davantage plus précis lorsqu'on aura davantage d'informations à l'endroit où les localisations auront lieu, les chemins d'accès et les bassins de rétention, d'épuration. Au niveau de l'acquisition, ça va être très ponctuel et très précis pour les besoins pour lesquels la municipalité en a besoin. Actuellement, la réserve affecte 2 grands lots, mais comme vous avez pu voir avec les plans, il va y avoir un grand spaghetti qui va se dessiner à partir de la rue Saint-Jean-Baptiste pour accéder au bassin. Par la suite, on va acquérir une portion de bassin. Notre rôle va se préciser davantage rendu là.
Actuellement, on a rencontré des propriétaires de ces 2 portions de terrain-là. On a fait une espèce d'inventaire des biens, en quoi consistait le terrain, les boisés, qu'est-ce qu'on y faisait comme activité, tout ça, dans le but d'en arriver à une évaluation plus précise par la suite. Donc, notre rôle est complètement indépendant des 2 propriétaires et de la municipalité, mais ça va être d'estimer et de calculer des valeurs qui vont être affectées par ces installations-là, par ces constructions-là, et des dommages qui peuvent éventuellement aussi en résulter. Donc, on a parlé tantôt de servitudes qui pourraient être reprises pour faire le chemin d'accès et les conduites, et les bassins d'eau vont être acquéris en pleine propriété. Donc, on va donner 100% de la valeur au niveau des bassins, puis une dépréciation sur les servitudes, mais ils vont avoir des indemnités qui vont être calculées. Et s'il y a des dommages directs aussi, bon, on va les compenser. Fait que notre rôle, ça va être d'estimer l'ensemble des indemnités qui vont composer un montant d'argent à valider avec les propriétaires dans le but de négocier et trouver un projet d'entente à ce niveau-là. Merci. Des questions? Est-ce qu'on a des questions sur ce que vient d'élaborer M. Sanderson? Non? M. le maire? Écoutez, on a parlé beaucoup de coûts et de financement. Je ne veux pas revenir là-dessus, juste mentionner qu'on a parlé aussi des coûts d'opération. Alors pour nous, pour la municipalité, bien évidemment, ça va devoir être quelque chose qui va être prévu à notre budget pour les prochaines années, à partir du moment où le système sera en place. Alors pour conclure, moi je dirais, ce soir c'est une première rencontre d'information au sujet de ce dossier-là, qui est un dossier majeur, un dossier qui, je pense, chemine bien actuellement. Et il faut absolument que ce dossier-là se réalise, parce qu'évidemment, je pense que vous êtes tous d'avis que le rejet de nos égouts dans notre belle rivière et dans notre Saguenay, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, c'est dans cette optique-là qu'on travaille, un conseil municipal qu'on a travaillé dans le passé, et puis que je suis convaincu que ça va se faire aussi dans le futur. Écoutez, moi, j'ai toujours voulu, puis j'ai toujours travaillé pour faire en sorte d'être le plus transparent possible avec vous autres, avec la population, puis avec les dossiers qu'on traite. Il y aura d'autres séances d'information au besoin. Si nécessaire, on ira aussi, puis on organisera des visites à un endroit. S'il faut, on ira à 2 endroits où il y a des étangs aérés pour pouvoir justement être capable de nous faire une idée pour ceux et celles qui sont inquiets, par exemple, pour la question des odeurs, même si on nous dit actuellement qu'au Québec, c'est quand même le système le plus répandu. Hein, on parle de 540 municipalités qui ont mis en place ce genre de traitement des eaux usées. Donc, c'est vous dire quand même que c'est un système qui est éprouvé. C'est un système qui est aussi approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Environnement. Alors, on en est là. Et au fur et à mesure, si vous avez des questions, je vais vous mentionner que sur le site de la municipalité, on va recevoir vos questions en tout temps. Quand vous aurez une question, vous écrivez votre question sur le site de la municipalité. On va avoir une page spécifiquement pour le traitement des eaux usées et on vous répondra à ce moment-là rapidement. La réponse va demeurer pour l'ensemble des citoyens et citoyennes de l'Anse-Saint-Jean qui vont pouvoir consulter ce site-là. Alors ce soir, évidemment, on a diffusé une information sur Facebook. C'est une première. On avait eu la demande. On s'est organisé avec notre spécialiste, M. Ross. Alors on est bien fiers de ça. Mais aussi demain sur le site web de la municipalité, la prise de vue de ce soir va être disponible pour l'ensemble de la population. Alors si vous n'avez pas d'autres questions. Non, M. le maire, oui, je me rends en arrière tout de suite, un instant. Richard Perron. Étant donné qu'à l'Anse-Saint-Jean, moi ça fait 3 ans que je demeure ici, on a souvent des pannes de courant. Est-ce qu'on a prévu des génératrices ou quoi que ce soit pour contrer les pannes de courant qu'il pourrait avoir qui empêcheraient le système de fonctionner adéquatement en espérant ne pas avoir des pannes de 30 heures et plus, là, comme on a connu? En fait, je vous dirais que ce que j'ai pu comprendre des études préliminaires, c'est qu'au niveau il n'y avait pas de génératrice de subventionner dans le cadre du projet. Pour des cas similaires, ce qu'on a fait de façon à, je dirais,
prévoir un peu les systèmes. C'est des adaptateurs, qu'on doit dire, de type quick coupling, en français, des connexions rapides, qui peuvent se mettre à partir d'une génératrice, par exemple, portative, et qui permettrait de pomper des stations de pompage pour monter l'eau vers les étangs. Par contre, des génératrices pour des étangs d'épuration, moi, j'ai jamais eu l'opportunité d'en faire. Je vous dirais qu'il faut comprendre que le processus épuratoire s'inscrit sur plusieurs jours. On a parlé d'un volume tantôt, on a parlé d'un temps de rétention de 20 jours. C'est sûr que quelques heures d'arrêt de fonctionnement de l'aération, quelques heures, plus ça peut aller jusqu'à 30 par exemple, va commencer peut-être à avoir un impact, mais ce n'est pas instantané. C'est-à-dire qu'au niveau de l'aération, si on parle du traitement comme tel, si vous parlez de 3 semaines, c'est d'autres choses. Mais au niveau des stations de pompage, ce qui est important, c'est la plupart du temps, d'abord, ils ont des trop pleins. Ça veut dire quoi un trop plein? Ça veut dire que vous retombez comme vous êtes là actuellement. Puis ça, s'il n'y a pas de génératrice. Si vous mettez de génératrice, ça permettrait, si elle est portative, d'aller en vider une, de la monter aux étangs, d'aller vider l'autre, de la monter aux étangs, de procéder de cette façon-là. Mais d'entrée de jeu, de l'autre côté du ministère des Affaires municipales, c'est pas quelque chose qui était subventionné jusqu'à maintenant. D'autres questions? Derrière, peut-être, oui, un instant, madame. C'est pas nécessairement pour que les intervenants vous entendent, il y a des gens qui vont écouter l'intervention de vous. Oui, on a eu des lettres pour qu'on envoie notre cadastre par la poste, pour savoir où est-ce que notre terrain est borné. On a eu des lettres par la poste. Révision cadastrale. Oui, le directeur général. C'est la révision cadastrale, la rénovation du cadastre, la grandeur du Québec. Alors, ça fait plusieurs années que le gouvernement a commencé. Nous, dans Saint-Jean, la région ici de Bas-Saguenay, on est les derniers à faire. Donc, vous avez reçu effectivement des lettres. Nous, ce qu'on vous encourage, c'est peut-être de communiquer justement avec la personne à laquelle vous envoyez ça ou d'appeler M. Wood au niveau de la direction des travaux publics. Il est plus au fait aussi de ça. Mais c'est sûr qu'eux, ils vont commencer leurs travaux incessamment et ça va durer sur quelques années. L'idée, c'est en ce moment, pour vous donner un exemple, un lot, on va dire que ça va être le 10-28 du canton Saint-Jean. Après la rénovation cadastrale, vous allez avoir un numéro, ça va être 5 898 000. Donc, ils sont en train de faire ça à la grandeur du Québec. Donc, on veut venir voir M. Oui. Il n'y a pas de coût là, pour les citoyens. Là. Pardon? Je ne sais pas. Ça, c'est des questions techniques. Monsieur le maire, j'ai une question, je pense, qui nous vient de Facebook. C'est Mme Anne Boudreau de ce qui a parlé tantôt, qui a posé une question tantôt, puis elle veut savoir, elle veut avoir des précisions sur l'étude comparative entre les deux emplacements. Puis elle veut qu'on précise qu'elle a fait une demande pour voir ces études et que cette demande a été refusée. Et elle demande pourquoi il n'y a pas de transparence à ce niveau-là. Ben ça, j'inviterais peut-être notre procureur. On avait une demande d'accès à la loi sur l'information. Les documents qu'on est en droit de transmettre ont été transmis à Mme Boudreau. En ce qui concerne le site du pont du milieu, comme on l'appelle, là, j'ai pas d'informations. Est-ce qu'il y a des données disponibles là-dessus? Je vais demander à M. Couture. Il faudrait que je vérifie dans le dossier. Je n'ai pas ça en mémoire. Ça fait déjà quand même 2 ans. Je l'ai pas en mémoire. Alors, on va vérifier dans le dossier, puis si on a de l'information, on pourra la transmettre. Mais l'information qui a été transmise à Mme Boudreau, c'est de l'information qu'on pouvait transmettre selon la loi d'accès à l'information. Oui, c'est exact. En fait, on m'a consulté, c'est en partie, c'est qu'en vertu de la loi sur l'accès à l'information, il y a des documents qui sont publics à la municipalité. Il y en a qui ne sont pas publics, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la municipalité ne peut pas transmettre des documents ou des informations qu'elle n'a pas. Si on demande, c'est pas parce qu'on demande quelque chose à la municipalité qu'elle doit le créer ou l'inventer ou dire, je sais pas moi, je voudrais une étude géodésique pour tel secteur, puis tu es un citoyen que la municipalité doit faire une étude à quelque niveau que ce soit. La loi sur l'accès à l'information prévoit qu'il y a certains documents qui sont publics et quand
on les a en main, on doit les produire, mais si on les a pas, on n'a pas à les inventer. D'autres questions? On a un public très discipliné ce soir. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. À moins que M. le maire ait d'autres choses à ajouter, je tiens à vous remercier pour votre présence ici ce soir sur place. Également les gens qui nous ont suivis sur Facebook. Après, on a eu quelques questions et des gens qui étaient très concernés par le projet. Je rappelle que les délibérations de ce soir seront visibles sur le site Internet de la municipalité comme toutes les assemblées du conseil municipal. Et là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée. Soyez prudents en retournant, il fait noir. Il y a peut-être un chevreuil qui, de ce temps-ci, craint les chasseurs. Merci. Merci beaucoup.